Je m'appelle Méline, et j'ai 28 ans. En me tenant devant ce miroir d'hôtel, ajustant ma robe bleu marine, je peux à peine reconnaître la femme qui me regarde. Il y a 3 ans, ma famille a organisé des funérailles pour moi. Ils ont dit à tout le monde que j'étais morte, tuée dans un accident de voiture qui a failli me coûter la vie. Mais me voici, bien vivante, sur le point d'entrer sans y être invitée au mariage de ma sœur Sarah. Mes mains tremblent alors que je touche le foulard de soie qui couvre la cicatrice sur ma joue gauche. Aujourd'hui, ils vont voir un fantôme franchir les portes de cette église. La question n'est pas de savoir si je devrais y aller. C'est de savoir si je suis prête à affronter ce qui se passera quand mon père me verra là. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé quand je suis entré dans cette église, dites-moi d'où vous regardez et appuyez sur le bouton d'abonnement. Vous n'allez pas croire comment cette histoire se déroule. Il y a 3 ans, j'étais une personne différente, vivant dans un monde différent. À l'époque, j'avais 25 ans et je vivais dans la maison de mon enfance dans une petite ville de l'Oregon avec mes parents, James et Patricia Miller, et ma sœur cadette, Sarah. Papa avait 52 ans, un homme sévère qui travaillait à la banque locale, et maman avait 49 ans, une femme au foyer qui passait le plus clair de son temps à l'église baptiste, à organiser des événements et à bavarder avec les autres dames. Sarah avait alors 22 ans, fraîchement sortie de l'université avec un diplôme en enseignement primaire. Elle avait toujours été l'enfant prodige, celle qui suivait toutes les règles, ne remettait jamais l'autorité en question et rendait nos parents fiers. Moi, j'étais la fauteuse de troubles, celle qui posait trop de questions et rêvait d'une vie au-delà des limites de notre petite ville. Tout a changé quand j'ai rencontré David Chen. Il était interne à l'hôpital de Portland, travaillant de longues heures mais trouvant toujours le temps de m'envoyer de doux messages tout au long de la journée. David était brillant, gentil et avait cette façon de me faire rire, même dans mes pires jours. Il était aussi sino-américain, et c'est là que les problèmes ont commencé. La première fois que j'ai amené David à la maison pour le dîner, la tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Papa lui a à peine parlé, lui posant des questions pointues sur ses origines familiales et faisant des commentaires subtils sur le maintien de nos traditions. Maman était polie mais froide, le genre de politesse qui ressemble à une gifle. Après le départ de David ce soir-là, l'enfer s'est déchaîné. Papa m'a coincé dans la cuisine pendant que maman se tenait près de l'évier, les bras croisés, secouant la tête. « Ce garçon n'est pas fait pour toi, Méline », a dit papa, sa voix basse et menaçante. « Notre famille a des valeurs, des traditions. Nous ne nous mélangeons pas avec les leurs. » J'ai senti mon sang bouillir. « Les leurs ? Tu veux dire des gens éduqués, qui ont réussi et qui sont gentils ? Ne fais pas l'intelligente avec moi, jeune fille. Tu sais ce que je veux dire. Cette famille a une réputation à maintenir dans cette communauté. » Au cours des mois suivants, chaque conversation est devenue une bataille. David venait me chercher pour des rendez-vous et je rentrais à la maison pour des interrogatoires. Où étions-nous allés ? De quoi avions-nous parlé ? Quand allais-je reprendre mes esprits et trouver un gentil garçon blanc d'une bonne famille chrétienne ? Sarah a d'abord essayé de rester neutre. Elle me prenait à part et me chuchotait, « Je trouve que David a l'air vraiment gentil », m'a dit. Ne les laisse pas t'atteindre. Mais peu à peu, la pression constante de nos parents l'a usée. Elle a commencé à trouver des excuses pour ne pas traîner quand David venait, elle quittait la pièce quand je parlais de lui. L'explosion finale a eu lieu un soir froid de février. Je venais de raccrocher avec David, qui m'avait demandé en mariage la veille. J'étais rayonnante, caressant la bague de fiançailles simple mais magnifique qu'il m'avait offerte, quand j'ai décidé de l'annoncer à ma famille. J'ai quelque chose à vous dire, ai-je dit, rassemblant tout le monde dans le salon. Sarah était recroquevillée sur le canapé, corrigeant des copies, maman tricotait et papa lisait le journal. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai levé la main. David et moi sommes fiancés. Nous allons nous marier le mois prochain au palais de justice de Portland. Le journal s'est froissé dans les mains de papa. Les aiguilles à tricoter de maman ont cessé de cliqueter. Sarah a levé les yeux de ses copies, les yeux écarquillés. Absolument pas, a dit papa en se levant si vite que sa chaise a basculé en arrière. Je ne le permettrai pas, tu ne peux pas m'en empêcher, papa. J'ai 25 ans. Tant que tu vivras sous mon toit, tu suivras mes règles. Et ma règle est que tu n'épouseras pas cet homme. Maman a finalement pris la parole, la voix tremblante. Méline, ma chérie, réfléchis à ce que tu fais. Pense à tes futurs enfants. Pense à ce que tout le monde que nous connaissons en pensera. Je pense à mon avenir, ai-je rétorqué.
Je pense à être heureuse avec quelqu'un qui m'aime et me respecte. Sarah a essayé d'intervenir. Peut-être que nous pourrions tous nous calmer et en parler de manière rationnelle. Mais papa était hors de raison. Son visage était rouge, les veines saillantes dans son cou. Il n'y a rien à discuter. Elle fait son choix maintenant. Lui ou nous. Elle ne peut pas avoir les deux. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception du tic-tac de l'horloge grand-père dans le coin. J'ai regardé les visages des personnes que j'avais aimées toute ma vie. Mon père, sévère et impitoyable. Ma mère, les larmes coulant sur ses joues mais hochant la tête en accord avec son mari. Et Sarah, ma petite sœur, l'air déchiré mais incapable de prendre ma défense. Alors je le choisis, ai-je murmuré. Très bien, a craché papa. Alors tu n'es plus ma fille. Sors de ma maison et ne reviens jamais. Je suis monté à l'étage, j'ai fait une seule valise avec mes affaires les plus importantes et je suis sorti par la porte d'entrée. Sarah m'a suivi jusqu'à ma voiture en pleurant. M'a dit, s'il te plaît, ne pars pas. Peut-être que papa changera d'avis. Non, il ne changera pas, ai-je dit en la serrant fort dans mes bras. Mais je t'aimerai toujours, Sarah. N'oublie jamais ça. C'était la dernière fois que je parlais à l'un d'entre eux pendant 3 ans. David et moi avons emménagé dans un petit appartement à Portland, et pendant 6 mois, nous avons été parfaitement heureux. David travaillait de longues heures à l'hôpital, et je travaillais en freelance comme graphiste, développant lentement ma clientèle. Nous nous réveillions tous les matins et préparions le petit déjeuner ensemble, David m'apprenant à faire des œufs brouillés parfaits et me montrant comment plier les raviolis comme sa grand-mère le lui avait appris. Nous avons prévu une cérémonie de mariage simple, juste nous deux et un juge. Les parents de David étaient venus de Californie pour me rencontrer, et ils m'ont accueilli à bras ouverts. Sa mère, Madame Chen, a passé tout un après-midi à m'apprendre des recettes de famille et à me montrer des photos de David en petit garçon potelé. C'était tout ce que j'avais espéré que ma propre famille serait. Ma famille me manquait terriblement, surtout Sarah. Je me surprenais à prendre mon téléphone pour l'appeler et lui raconter quelque chose de drôle qui s'était passé ou pour lui demander son avis sur les styles de robe de mariée. David a essayé d'appeler mes parents plusieurs fois, espérant combler le fossé, mais papa raccrochait dès qu'il entendait la voix de David. Donne-leur du temps, disait David en me massant les épaules quand je pleurais à ce sujet. Parfois, l'amour doit être patient. Mais le temps n'était pas quelque chose que j'avais. C'était un vendredi après-midi de fin octobre. Je venais de terminer une réunion avec un client en ville et je rentrais chez moi sous la pluie. La pluie de l'Oregon en octobre est implacable, transformant les routes en rubans d'asphalte glissants et dangereux. Je me souviens que je chantais en écoutant la radio, excité à l'idée de dire à David que j'avais décroché un gros contrat avec une chaîne de restaurants locale. Le camion est sorti de nulle part. J'étais arrêté à un feu rouge quand je l'ai vu dans mon rétroviseur, un énorme semi-remorque fonçant sur moi, clairement incapable de s'arrêter sur la chaussée mouillée. J'ai eu peut-être 2 secondes pour me préparer à l'impact. La chose suivante dont je me souviens, c'est de me réveiller dans un lit d'hôpital 3 semaines plus tard, des tubes dans les bras et un bandage couvrant la moitié de mon visage. David dormait dans le fauteuil à côté de mon lit, sa main posée sur la mienne. Il avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans, son visage émacié et mal rasé, ses vêtements froissés. Quand il a vu mes yeux s'ouvrir, il s'est mis à pleurer. « Dieu merci », a-t-il murmuré. « Dieu merci, tu vas bien. » Mais je n'allais pas bien. Les médecins ont expliqué que j'avais subi une grave commotion cérébrale, un édème cérébral et que j'aurais une cicatrice permanente sur la joue gauche, là où le verre du pare-brise m'avait coupé. Ma jambe gauche était cassée à 2 endroits, et j'aurais besoin de mois de physiothérapie pour remarcher normalement. « As-tu appelé ma famille ?» ai-je demandé faiblement. Le visage de David s'est affaissé. « J'ai essayé », m'a dit. « Je les ai appelés le soir de l'accident. » « Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» Il est resté silencieux pendant un long moment, tenant ma main et regardant le sol. Finalement, il a croisé mon regard. « Ton père a dit que tu avais fait ton choix. Il a dit que tu étais morte pour eux. » Les mots m'ont frappé plus durement que le camion. Il a dit quoi? Je suis désolé, ma chérie. J'ai essayé de rappeler. J'ai essayé d'expliquer à quel point c'était grave, mais ils n'ont pas voulu écouter. Ton père n'arrêtait pas de dire qu'il n'avait pas de fille nommée Méline. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de digérer cette information. Mon propre père avait été informé que je luttais pour ma vie dans un hôpital, et sa réponse avait été de nier mon existence.
La douleur physique de mes blessures n'était rien comparée à la dévastation émotionnelle de ce moment. Pendant ma convalescence, j'ai essayé de les contacter moi-même. J'ai appelé la maison depuis ma chambre d'hôpital, mais la ligne avait été coupée. J'ai envoyé des courriels qui m'ont été retournés. J'ai même demandé à David de passer devant la maison pour voir s'ils y vivaient toujours, mais les voisins lui ont dit que mes parents avaient demandé à tout le monde de ne donner aucune information sur la famille aux étrangers qui posaient des questions. C'était comme si j'avais été effacé de leur vie. Ce que je ne savais pas alors, c'est que mon effacement était plus complet que je n'aurais pu l'imaginer. 2 mois après l'accident, alors que j'apprenais encore à remarcher avec une canne, David est rentré du travail avec une étrange expression sur le visage. Il s'est assis à côté de moi sur notre canapé et a pris mes mains dans les siennes. « J'ai rencontré quelqu'un de ta ville natale aujourd'hui », a-t-il dit avec précaution. « Une infirmière à l'hôpital a mentionné qu'elle venait du même coin quand elle a vu ton adresse sur un formulaire. »« Ah bon ? Qui c'était ? » ?»« Elle s'appelle Jenny Morrison. Elle a dit qu'elle était au lycée avec toi. » Je me suis souvenu de Jenny. Elle était dans ma classe de terminale, pas une amie proche, mais quelqu'un que je connaissais assez bien pour discuter dans les couloirs. Qu'est-ce qu'elle a dit ? David est resté silencieux un moment. M'a dit, elle m'a présenté ses condoléances. Pourquoi ? Elle a dit qu'elle était désolée pour ma perte. Elle a dit que toute la ville avait été choquée quand ils ont appris ta mort dans l'accident de voiture. La pièce s'est mise à tourner. Ma mort. Elle a dit que ta famille avait organisé un service commémoratif pour toi il y a 2 mois à l'église baptiste. Elle a dit que c'était un beau service, que tes parents avaient parlé de la merveilleuse fille que tu avais été avant de perdre ton chemin. J'avais l'impression de me noyer. Ma propre famille ne m'avait pas seulement exclu de sa vie. Ils avaient dit à toute la communauté que j'étais morte. Ils avaient organisé des funérailles pour moi pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, luttant pour me remettre de blessures qui avaient failli me tuer. David m'a montré la coupure de journal que Jenny lui avait donnée. C'était là, noir sur blanc, Méline Miller, 25 ans, commémorée lors d'un service funéraire. L'article décrivait comment j'étais morte tragiquement dans un accident de voiture, laissant derrière moi mes parents aimants et ma sœur. Il mentionnait mon travail de bénévole à l'église et mes talents artistiques, me dépeignant comme une fille modèle dont la vie avait été écourtée. Il n'y avait aucune mention de David, aucune mention de notre relation, aucune reconnaissance de la vie que j'avais réellement vécue. Ils avaient réécrit mon histoire, me transformant complètement en la fille qu'ils auraient souhaité que je sois plutôt qu'en la femme que j'étais réellement. Le pire, c'était de lire le chagrin de Sarah. L'article la citait en disant « Maddie était la meilleure grande sœur qu'on puisse demander. Son rire et ses conseils me manqueront tous les jours pour le reste de ma vie. » Sarah croyait vraiment que j'étais morte. Elle me pleurait, je lui manquais, elle faisait le deuil de la sœur qu'elle pensait avoir perdue pour toujours. Et tout cela parce que nos parents ne pouvaient pas supporter d'admettre qu'ils avaient eu tort de me couper les ponts. Je suis tombé en dépression après cette découverte. Non seulement à cause de la trahison, mais aussi à cause de ce que cela signifiait pour Sarah. Comment pouvais-je la contacter maintenant ? Comment pouvais-je lui dire que j'étais en vie sans détruire sa foi en nos parents ? Comment pouvais-je la forcer à choisir entre la vérité et la famille qui était tout ce qui lui restait ? David m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais pendant des heures ce soir-là. « Ils ne te méritent pas », a-t-il murmuré dans mes cheveux. « Ils ne t'ont jamais mérité. » Mais le savoir ne rendait pas la douleur moins vive. David et moi avons pris la difficile décision de quitter complètement l'Oregon. Les souvenirs étaient trop douloureux, et nous avions besoin d'un nouveau départ quelque part où personne ne connaissait notre histoire. Nous avons déménagé à Seattle, où David a trouvé un poste au Swedish Medical Center et où j'ai lentement reconstruit mon entreprise de graphisme en freelance. Cela a pris 2 ans, mais nous avons progressivement créé une belle vie ensemble. Nous avons eu une petite cérémonie de mariage dans un jardin surplombant le Puget Sound, avec la famille de David et quelques amis proches que nous nous étions fait à Seattle. Madame Chen a pleuré pendant la cérémonie, me disant après qu'elle avait prié tous les jours pour que David trouve quelqu'un qui l'aimerait autant que je l'aimais manifestement. Je me suis jeté dans mon travail, canalisant toute ma douleur et mon énergie pour construire quelque chose de significatif. Mon studio de design, Cascade Créative, est passé d'une opération d'une seule femme dans notre chambre d'amis à une entreprise florissante avec 5 employés et des clients dans tout le nord-ouest du Pacifique. Le succès ressemblait à la meilleure vengeance contre la famille qui m'avait radié comme un échec. David a été promu médecin titulaire au service des urgences.
Nous avons acheté une charmante maison artisanale dans le quartier de Queen Anne avec un jardin où je pouvais cultiver les fleurs que j'aimais depuis l'enfance. Le week-end, nous explorions la ville ensemble, essayant de nouveaux restaurants et faisant de la randonnée sur les sentiers autour du Mont Rainier. Mais malgré notre bonheur, il y avait toujours un vide dans mon cœur en forme de Sarah. Je pensais à elle tous les jours. Je me demandais si elle avait terminé son diplôme d'enseignante, si elle avait trouvé quelqu'un de spécial, si elle portait toujours le collier papillon que je lui avais offert pour son 18e anniversaire. Parfois, je passais devant des écoles primaires et je l'imaginais dans une salle de classe, lisant des histoires à des enfants aux yeux écarquillés comme elle le faisait pour moi quand nous étions petites. David et moi avions convenu de ne pas essayer de contacter ma famille. La blessure était trop profonde, la trahison trop complète. Mais cela ne m'empêchait pas de penser à eux, de regretter les bons souvenirs que nous avions partagés avant que tout ne s'effondre. Puis, en février de l'année dernière, tout a changé. Je faisais défiler Instagram tard un soir, une habitude que j'avais développée pour me détendre après de longues journées au studio. Je n'utilisais plus que rarement mon vrai nom sur les réseaux sociaux, me faisant appeler Madison Creek au lieu de Méline Miller. C'était une petite protection contre mon passé qui pourrait me retrouver. C'est là que je l'ai vu, une publication de Sarah Miller célébrant ses fiançailles avec un certain Marcus Thompson. Mes mains tremblaient alors que je faisais défiler les photos. Il y avait ma petite sœur, radieuse et magnifique, portant une simple bague solitaire et souriant à l'appareil photo. Elle ressemblait tellement à maman à cet âge, mais avec le menton têtu de papa et les mêmes yeux vifs que je me souvenais de notre enfance. La légende disait, il m'a demandé en mariage sur la plage où nous avons eu notre premier rendez-vous. J'ai hâte de commencer ce nouveau chapitre, même si j'aimerais que ma sœur Méline soit là pour le partager avec moi. Elle aurait adoré Marcus, et je sais qu'elle veille sur nous depuis le ciel. J'ai commencé à pleurer et je n'ai pas pu m'arrêter. David m'a trouvé en sanglots sur le canapé à minuit, fixant toujours les photos. Elle va se marier, ai-je réussi à dire à travers mes larmes. David s'est assis à côté de moi et m'a prise dans ses bras. Je suis désolé, ma chérie. Je sais que c'est difficile. Les jours suivants, je n'ai pu me concentrer sur rien d'autre. J'ai créé un faux compte Instagram et j'ai suivi Sarah, faisant défiler des mois de publications que j'avais manqués. Elle partageait des photos de son travail d'enseignante, de ses aventures avec Marcus et de réunions de famille avec nos parents. Mais parsemées de ci de là se trouvaient des publications sur le fait que je lui manquais. Le jour de mon anniversaire, il y a 28 ans aujourd'hui, ma grande sœur est née. Je lui réserve toujours un morceau de gâteau chaque année. À l'anniversaire de ma prétendue mort, 2 ans sans Mamadi. Certains jours, je prends encore mon téléphone pour l'appeler. À Noël, le plus difficile pendant les vacances, c'est la chaise vide à table. Sarah vivait sa vie, mais elle portait le poids de ma perte chaque jour. Elle avait grandi en croyant que sa sœur était morte, me pleurant pendant que je construisais une nouvelle vie à quelques heures de là. Les publications sur le mariage n'arrêtaient pas. Sarah partageait des photos de ses essayages de robes avec maman, des séances de planification avec Marcus et son enthousiasme pour leur cérémonie en août. Dans chaque publication heureuse, il y avait une ombre de tristesse quand elle mentionnait qu'elle aurait aimé que je sois là. Marcus semblait être un homme vraiment bon. Il était aussi enseignant, entraînait la petite ligue de baseball et adorait clairement Sarah. Sur les photos, je pouvais voir avec quelle douceur il la regardait, comment il la faisait rire. C'était exactement le genre d'homme que j'aurais choisi pour ma sœur si j'en avais eu le choix. Mais c'était ça le problème. Je n'avais eu aucun choix dans la vie de Sarah ces 3 dernières années. L'annonce du mariage est arrivée en mai, le 15 août, à 14h30, à l'église catholique Saint-Marie de notre ville natale. Réception à suivre au Riverside Country Club. Cette nuit-là, David m'a trouvé en train de faire les 100 pas dans notre cuisine à 2h du matin. Je dois y aller, ai-je dit sans préambule. Aller où? Au mariage de Sarah. Je dois y être. David a posé le verre d'eau qu'il était venu chercher en bas et m'a regardé attentivement. M'a dit, je comprends pourquoi tu veux y aller, mais réfléchis à ce que tu dis. Tes parents ont dit à tout le monde que tu étais morte. Ta présence au mariage ne les affectera pas seulement eux, elle affectera aussi Sarah. Sarah mérite de savoir que je suis en vie. Oui, c'est vrai. Mais le jour de son mariage n'est pas le bon moment pour cette révélation. Nous nous sommes disputés à ce sujet pendant des semaines. David s'inquiétait pour mon bien-être émotionnel, pour le genre de scène qui pourrait se produire si je me présentais sans y être invité.
Il craignait que Sarah ne me reproche d'être restée à l'écart si longtemps ou que le choc ne gâche sa journée spéciale. Mais je ne pouvais pas abandonner l'idée. Sarah commençait un nouveau chapitre de sa vie en croyant que sa sœur était morte. Elle portait un deuil qui n'avait pas besoin d'exister. Chaque moment heureux était teinté de tristesse pour une perte basée sur un mensonge. Je ne ferai pas de scène, ai-je promis à David. Je m'assierai au fond, je la laisserai me voir et je partirai tranquillement. Elle a juste besoin de savoir. Et tes parents? Ils seront là aussi. Laisse-les expliquer à Sarah pourquoi ils lui ont menti pendant 3 ans. Finalement, David a arrêté de se disputer et a commencé à soutenir ma décision. Si c'est ce que tu dois faire pour ta propre tranquillité d'esprit, alors je te soutiendrai. Mais je viens avec toi. Non, ai-je dit fermement. C'est quelque chose que je dois faire seul. Le matin du 15 août, je me suis réveillé dans une chambre d'hôtel de ma ville natale pour la première fois en plus de 3 ans. J'étais descendu de Seattle la veille, l'estomac noué par la nervosité et l'anticipation. David avait voulu venir malgré mes protestations, mais je l'avais convaincu de rester à la maison. Cette confrontation devait être la mienne seule. Je me suis tenu devant le miroir de la salle de bain de l'hôtel, me maquillant pour couvrir la cicatrice estompée mais toujours visible sur ma joue gauche. 3 ans de guérison l'avaient réduite à une fine ligne argentée, mais sous une certaine lumière, on pouvait encore voir où le verre m'avait coupé. J'ai enroulé un foulard de soie autour de mon cou, le positionnant pour couvrir nonchalamment la partie inférieure de mon visage. J'avais choisi ma tenue avec soin, une simple robe bleu marine élégante mais pas tapa accent grave-l'œil, des talons nus assez confortables pour courir si nécessaire, et des bijoux discrets. Je voulais avoir l'air d'être à ma place, mais pas comme si j'essayais de voler la vedette à la mariée. Mes mains tremblaient alors que j'appliquais du rouge à lèvres. Qu'est-ce que je faisais? Était-ce la bonne chose à faire? Ou David avait-il raison de dire que j'aurais dû trouver un autre moyen de contacter Sarah d'abord? Mais il était trop tard pour les doutes. J'avais fait mon choix. Le trajet jusqu'à l'église catholique Saint-Marie a duré 15 minutes à travers des rues que je connaissais depuis mon enfance. Pas grand-chose n'avait changé. Les mêmes petits magasins bordaient la rue principale. Les mêmes familles vivaient dans les mêmes maisons. Le même sentiment que tout le monde connaissait les affaires de tout le monde imprégnait l'air. Je me suis garé à 3 pâtés de maison de l'église et j'ai marché lentement vers le son des cloches de mariage. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Des voitures s'arrêtaient devant l'entrée de l'église, des invités en tenue du dimanche, montant les marches de l'entrée avec des sacs cadeaux et des appareils photo. J'ai reconnu plusieurs visages. Madame Henderson de l'épicerie, qui avait l'air exactement pareil mais avec des cheveux plus gris. Les Johnson de la rue d'en bas, se disputant à propos de quelque chose alors qu'ils se dirigeaient vers l'entrée. Monsieur Peterson, qui nous avait enseigné à Sarah et à moi à l'école du dimanche, se déplaçant lentement avec une canne mais portant toujours le même genre de nœud papillon qu'il affectionnait il y a 20 ans. Ces gens avaient assisté à mon service commémoratif. Ils avaient pleuré ma mort, envoyé des plats cuisinés à mes parents, probablement partagé des souvenirs de m'avoir vu grandir. Maintenant, j'allais passer devant eux comme un fantôme fait chair. J'ai attendu que la cérémonie commence avant de m'approcher de l'église. Par les portes ouvertes, je pouvais entendre l'organiste jouer de la musique de mariage traditionnelle. Je me suis glissé à l'intérieur et j'ai trouvé une place au tout dernier banc, partiellement caché derrière un pilier. L'église était bondée. On aurait dit que la moitié de la ville était venue voir Sarah Miller se marier. J'ai repéré l'arrière de la tête de mes parents au premier rang. Les cheveux de papa étaient devenus complètement gris et maman avait maigri. Ils étaient assis de manière rigide, formelle, comme ils l'avaient toujours fait à l'église. Et puis j'ai vu Sarah. Ma petite sœur était absolument radieuse, descendant l'allée dans une robe blanche classique avec de délicates manches en dentelle. Ses cheveux étaient coiffés en un élégant chignon avec de petites fleurs blanches piquées partout. Elle portait un bouquet de roses blanches et de gypsophiles, les mêmes fleurs qu'elle aimait depuis son enfance. Mais même du fond de l'église, je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. Elle souriait, rayonnante de bonheur, mais il y avait une ombre là, l'ombre de quelqu'un qui manquait, quelqu'un qui aurait dû se tenir à ses côtés en tant que demoiselle d'honneur. Marcus l'attendait à l'hôtel dans un smoking noir classique, son visage rempli d'une joie et d'un amour si pur que cela m'a fait mal au cœur. Voilà à quoi devrait ressembler un mariage. C'était le genre d'amour que j'avais trouvé avec David, le genre d'amour que mes parents auraient dû célébrer au lieu de détruire. La cérémonie s'est déroulée de manière traditionnelle. Le père McKenna,
qui nous avait baptisés Sarah et moi, a parlé d'amour et d'engagement. Sarah et Marcus ont échangé des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes. Et quand Sarah a parlé, elle a dit quelque chose qui a failli me briser le cœur. Marcus, tu m'as aidé à guérir de pertes que je pensais me briseraient pour toujours. Tu m'as montré que l'amour ne s'arrête pas quand quelqu'un nous quitte. Il se transforme simplement en quelque chose qui nous rend plus forts. Je promets de t'aimer de tout mon cœur, y compris les morceaux qui appartiendront toujours à ma sœur, Méline, qui je sais veille sur nous depuis le ciel. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas crier. Elle dédiait une partie de ses vœux de mariage à ma mémoire, à la sœur qu'elle pensait avoir perdue. L'injustice de la situation m'a submergé. Quand la cérémonie s'est terminée et que le cortège nuptial a descendu l'allée, j'ai baissé la tête et je les ai laissés passer. Sarah est passée à quelques mètres de là où j'étais assise, radieuse et magnifique, sans savoir que sa sœur supposément morte assistait à son moment le plus important. J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais dû me glisser hors de l'église et retourner à Seattle, satisfaite d'avoir vu Sarah heureuse et mariée en toute sécurité. Mais je n'ai pas pu le faire. J'ai suivi le cortège nuptial et les invités jusqu'au Riverside Country Club, en restant assez loin derrière pour ne pas être remarqué. La réception se tenait dans la grande salle de bal avec de grandes fenêtres donnant sur le terrain de golf où Sarah et moi avions appris à jouer quand nous étions enfants. Je me suis positionné à l'extérieur sur la terrasse, regardant à travers les fenêtres alors que la célébration commençait. Sarah et Marcus ont eu leur première danse sur Atlas d'Etta James, tournant lentement pendant que les invités regardaient et prenaient des photos. Ils avaient l'air si heureux, si complets, à l'exception de cette ombre persistante dans les yeux de Sarah. Pendant la danse père-fille, j'ai regardé papa valser avec Sarah sur A Butterfly Kiss, la même chanson sur laquelle il avait dansé avec moi à ma fête de remise de diplôme du lycée, à l'époque où j'étais encore sa précieuse fille, avant de devenir sa plus grande déception. Sarah a posé sa tête sur son épaule, et je pouvais la voir pleurer des larmes de joie. Les discours ont commencé après le dîner. Le témoin de Marcus a raconté des histoires amusantes sur leurs aventures universitaires. Maman a fait un discours larmoyant sur le fait de voir sa petite fille devenir une belle femme. Et puis Sarah s'est levée pour parler. Je veux remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui, a-t-elle commencé, sa voix claire et forte. Cette journée a été plus parfaite que je ne l'avais jamais imaginée. Mais je mentirais si je disais qu'elle est complète. Il manque quelqu'un qui devrait être ici, quelqu'un qui aurait été ma demoiselle d'honneur si les choses avaient été différentes. Mon cœur s'est arrêté. Ma sœur, Méline, était la meilleure grande sœur qu'on puisse demander. Elle m'a appris à être courageuse, à défendre ce en quoi je croyais et à ne jamais me contenter de moins que le véritable amour. Elle aurait adoré Marcus, l'aurait probablement menacé s'il m'avait un jour fait du mal, et aurait certainement pleuré pendant la cérémonie. La pièce était silencieuse, respectueuse, alors que Sarah continuait. Avant de lancer mon bouquet, je veux le dédier à Maddy. Où que tu sois, grande sœur, c'est pour toi. Sarah s'est tournée vers le groupe de femmes célibataires rassemblées sur la piste de danse, a levé son bouquet de roses blanches et a dit assez fort pour que tout le monde l'entende, c'est pour ma sœur, Méline, où que tu sois. C'est là que j'ai su que je ne pouvais plus rester caché. J'ai franchi les portes-fenêtres et je suis entré dans la salle de bal juste au moment où Sarah levait le bras pour lancer le bouquet. Le mouvement s'est figé à mi-course alors que ses yeux croisaient les miens de l'autre côté de la pièce bondée. Le bouquet a glissé de ses doigts et a heurté le sol avec un bruit sourd. Toute la pièce est devenue silencieuse. 200 personnes se sont tournées pour voir ce qui avait attiré l'attention de la mariée. Et je me tenais là, dans l'embrasure de la porte, comme une apparition du passé. Les mains de Sarah se sont portées à sa bouche. Maddy, a-t-elle murmuré, mais dans le silence complet de la pièce, tout le monde l'a entendu. C'est là que papa m'a vu. Son visage est devenu blanc comme un linge, puis rouge de rage. Il s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière, me pointant du doigt avec un doigt tremblant. « Pourquoi es-tu encore en vie ?» a-t-il crié, sa voix se brisant de choc et de fureur. « Tu es censée être morte. » La salle de bal a éclaté dans le chaos. Maman a crié et s'est effondrée sur sa chaise, en hyperventilation. Sarah a fendu la foule, courant vers moi dans sa robe de mariée. Marcus l'a suivi de près, confus mais protecteur. Les invités ont commencé à chuchoter frénétiquement, essayant de comprendre ce qui se passait. « Tu es en vie » a sangloté Sarah en me jetant les bras autour du cou. « Oh mon Dieu, tu es en vie !» Je l'ai serré fort, respirant l'odeur familière de son parfum mêlé aux fleurs de mariage.
Elle semblait si petite dans mes bras, comme quand nous étions enfants et qu'elle courait vers moi après un cauchemar. Je suis désolé, ai-je murmuré à son oreille. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là. Je croyais que tu étais morte, a-t-elle pleuré. J'ai fait ton deuil pendant 3 ans. Par-dessus l'épaule de Sarah, je pouvais voir les visages de mes parents. Papa avait l'air d'être sur le point d'avoir une attaque, son visage violet de rage et de choc. Maman pleurait hystériquement, éventée par tante Margaret, qui me regardait comme si elle avait vu un fantôme, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Sors, a crié papa en se frayant un chemin à travers la foule vers nous. Sors d'ici tout de suite. James, arrête, a claqué tante Margaret en se levant pour faire face à son beau-frère. Tu ne vois pas ce que tu as fait? Sarah s'est détachée de notre étreinte, le mascara coulant sur ses joues, et s'est retournée pour faire face à nos parents. De quoi parle-t-il? Pourquoi a-t-il dit qu'elle était censée être morte? La pièce était maintenant complètement silencieuse, à l'exception des sanglots de maman. Tous les yeux étaient rivés sur notre drame familial qui se déroulait au milieu de la réception de mariage de Sarah. La bouche de papa s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Pour la première fois de ma vie, James Miller était sans voix. Je me suis avancé, ma voix stable malgré mes mains tremblantes. Parce qu'ils ont dit à tout le monde que j'étais morte dans un accident de voiture il y a 3 ans. Ils ont organisé des funérailles pour moi pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, me remettant de blessures qui ont failli me tuer. Des halètements ont parcouru la foule. Le visage de Sarah est passé de la confusion à l'horreur puis à la fureur en l'espace de quelques secondes. Quoi? A-t-elle murmuré. J'ai eu un accident de voiture, ai-je poursuivi, m'adressant directement à Sarah mais assez fort pour que tout le monde l'entende. Un camion m'a percuté à un feu rouge. J'ai été à l'hôpital pendant des mois. David les a appelés pour leur dire ce qui s'était passé, et papa lui a dit que j'étais morte pour eux, alors ils ont décidé de rendre ça officiel. Ce n'est pas vrai, a balbutié papa, mais sa voix manquait de conviction. Alors pourquoi venez-vous de me demander pourquoi je suis encore en vie, ai-je rétorqué. Pourquoi avez-vous dit à mon mari que vous n'aviez pas de fille nommée Méline? Sarah s'est retournée pour regarder nos parents, sa robe blanche contrastant vivement avec son visage rouge. Maman, papa, est-ce que c'est vrai? Maman ne pouvait pas parler à travers ses larmes, mais tante Margaret s'est levée lentement. Patricia, a-t-elle dit doucement, dis-lui la vérité. Nous pensions qu'elle était de toute façon comme morte, a finalement murmuré maman. Elle a choisi cet homme plutôt que sa famille. Elle était déjà morte pour nous. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Plusieurs invités se sont levés et sont partis immédiatement, clairement dégoûtés par ce qu'ils entendaient. D'autres sont restés assis, figés, témoins de la destruction d'une famille en temps réel. Le visage de Sarah était un masque d'incrédulité et de trahison. Vous m'avez laissé faire mon deuil pendant 3 ans. Vous m'avez laissé pleurer sur sa tombe qui ne contient même pas de corps. Vous m'avez regardé souffrir, pensant que ma sœur était morte, alors qu'elle était en vie tout ce temps. Sarah, ma chérie, tu ne comprends pas. Papa a essayé de s'approcher d'elle, mais elle a reculé. Je comprends parfaitement, a dit Sarah, sa voix d'enseignante perçant le chaos avec autorité. Vous étiez si fière et têtue que vous préfériez avoir une fille morte plutôt que d'admettre que vous aviez tort à propos de son choix de mariage. Elle s'est tournée pour faire face à la salle remplie d'invités, dont beaucoup étaient des amis de la famille qui nous connaissaient depuis l'enfance. Combien d'entre vous le savaient? A-t-elle demandé. Combien d'entre vous savaient que ma sœur était en vie? Le silence était assourdissant. Marcus s'est finalement avancé, posant une main douce sur l'épaule de Sarah. Peut-être devrions-nous en parler en privé, a-t-il suggéré doucement. Non, a dit fermement Sarah. Ils ont rendu cela public quand ils ont organisé de fausses funérailles. Ils ont rendu cela public quand ils ont menti à toute une communauté. Elle m'a regardé, les larmes coulant sur son visage. Où étais-tu? Que t'est-il arrivé? Je vis à Seattle maintenant, ai-je dit. Je suis marié à David. J'ai une entreprise, une bonne vie. J'ai voulu te contacter tous les jours pendant 3 ans, mais comment dire à quelqu'un que ses parents ont menti sur ta mort? Tu aurais dû trouver un moyen, a murmuré Sarah. Tu as raison. J'aurais dû. J'avais peur, et j'étais blessé, et j'ai fait le mauvais choix. Mais je suis là maintenant. Papa a finalement retrouvé sa voix. Tu gâches tout. C'est le jour du mariage de Sarah, et tu le gâches.
Je me suis tourné pour lui faire face pour la première fois, regardant vraiment l'homme qui m'avait élevé puis renié. Il avait l'air plus âgé, plus petit, en quelque sorte diminué par ses propres choix. Je n'ai rien gâché, ai-je dit calmement. C'est toi qui l'as fait, il y a 3 ans, quand tu as décidé que ta fierté était plus importante que la vie de ta fille. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour cette famille. Vous avez fait ce qui était le plus facile pour votre réputation dans cette ville à l'esprit étroit. Vous ne pouviez pas supporter d'admettre que votre fille avait trouvé l'amour avec quelqu'un qui ne correspondait pas à votre vision du monde limité, alors vous l'avez complètement effacé. Sarah nous regardait tour à tour, assimilant tout ce qu'elle entendait. Marcus avait les bras autour d'elle, lui chuchotant quelque chose à l'oreille, essayant probablement de la calmer. Sarah, ai-je dit en me tournant vers ma sœur, je sais que c'est le pire moment possible. Je sais que j'aurais dû trouver un autre moyen, mais je ne pouvais pas te laisser commencer ta vie de mariée en croyant que ta sœur était morte. Tu mérites la vérité. Sarah a essuyé ses yeux avec le dos de ses mains, étalant encore plus son maquillage. J'ai besoin de m'asseoir. Marcus l'a guidée jusqu'à une chaise pendant que la foule d'invités regardait, fascinée et horrifiée. Certaines personnes prenaient des photos avec leur téléphone, et j'ai réalisé que ce désastre serait sur tous les réseaux sociaux d'ici quelques heures. Tante Margaret s'est approchée de moi avec précaution. Méline, c'est vraiment toi. Salut, tante Margaret. Elle m'a serré dans une étreinte féroce. Je n'ai jamais cru que tu étais morte, a-t-elle murmuré. L'histoire de tes parents n'a jamais eu de sens. J'ai prié pendant 3 ans pour que tu rentres à la maison. Je suis désolé de ne pas vous avoir contacté directement. Ne t'excuse pas, ma chérie. Je comprends pourquoi tu ne pouvais pas. Elle a reculé et a regardé mes parents avec dégoût. Patricia, James, vous devriez avoir honte de vous. D'autres membres de la famille ont commencé à s'approcher de moi, offrant des câlins et des excuses. Oncle Robert, le frère de mon père, avait l'air de vouloir frapper son propre frère. Cousine Jenny pleurait, disant que je lui avais manqué à son propre mariage l'année dernière parce qu'elle pensait que j'étais morte. Mais pendant tout ce temps, mes yeux revenaient sans cesse à Sarah. Elle était assise dans sa robe de mariée, entourée des ruines de ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie, essayant de digérer le fait que tout ce qu'elle avait cru à propos de sa famille pendant 3 ans était un mensonge. Finalement, elle s'est levée et s'est dirigée vers moi. Toute la pièce a retenu son souffle. « Je suis contente que tu sois en vie », a-t-elle dit simplement. « Et je suis contente que tu sois là, mais j'ai besoin de temps pour digérer ça. » Je comprends. Elle s'est retournée pour faire face à nos parents, sa voix stable mais froide. « Je veux que vous partiez. Tous les deux. Sortez de ma réception de mariage. »« Sarah, tu ne peux pas être sérieuse, » appelait des mamans. « Je suis tout à fait sérieuse. Vous m'avez menti pendant 3 ans. Vous m'avez laissé faire le deuil d'une sœur qui était en vie et qui me manquait probablement tout autant que je lui manquais. Vous ne faites pas partie de cette célébration. » Papa s'est avancé, le visage rouge d'indignation. « C'est ridicule. C'est elle qui a abandonné cette famille. »« Non, » a dit fermement Sarah. « Elle a fait le choix d'épouser quelqu'un qu'elle aimait. Vous avez fait le choix de la renier pour ça. Ce ne sont pas les mêmes choses. » Elle a regardé autour de la pièce tous les invités qui regardaient encore notre drame familial. « Je suis désolé que tout le monde ait dû assister à ça. S'il vous plaît, restez et profitez de la fête. Marcus et moi allons prendre l'air. » Alors que Sarah et Marcus se dirigeaient vers la terrasse, elle s'est arrêtée à côté de moi. « Tu restes en ville ce soir ? » ? « Oui, au Hampton Inn. Je t'appellerai demain. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Sarah, je suis tellement désolé que cela se soit produit le jour de ton mariage. » Elle a réussi un petit sourire. Au moins, maintenant je sais pourquoi j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Ce n'était pas du chagrin que je portais. C'était de l'espoir. Les conséquences du mariage de Sarah ont été rapides et décisives. En quelques heures, la nouvelle de ma résurrection s'était répandue comme une traînée de poudre dans notre petite ville. Des publications sur les réseaux sociaux montraient des photos de la confrontation, et le lendemain matin, l'histoire avait été reprise par les médias locaux. Sarah m'a appelé à 8 heures du matin, la voix fatiguée mais déterminée. « Peux-tu me rejoindre pour un café ? Juste nous deux. » Nous nous sommes rencontrés dans le même restaurant où nous avions l'habitude de manger des crêpes après l'église quand nous étions enfants. Sarah avait l'air épuisée,
portant encore sa coiffure de mariage de la veille mais vêtue d'un jean et d'un pull. Elle avait clairement pleuré. « Je n'ai pas dormi de la nuit », a-t-elle dit alors que nous nous installions dans une banquette d'angle. Moi non plus. Marcus a été incroyable. Il m'a tenu dans ses bras pendant que je pleurais et n'a posé aucune question jusqu'à ce que je sois prête à parler. Puis il a écouté tout ce que je lui ai raconté sur notre famille et a dit qu'il comprenait pourquoi j'avais besoin de te voir aujourd'hui. Il a l'air d'un homme bien. Il l'est. Sarah a remué du sucre dans son café avec des mains tremblantes. M'a dit, j'ai besoin que tu me racontes tout. Où as-tu été? Es-tu vraiment mariée? Es-tu heureuse? Alors, je lui ai raconté. Je lui ai parlé de David, de l'accident, du refus de nos parents de reconnaître mon existence. Je lui ai parlé de la construction d'une vie à Seattle, de mon entreprise, du bonheur que j'avais trouvé malgré la douleur d'avoir perdu ma famille. Sarah a écouté sans m'interrompre, essuyant occasionnellement des larmes. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait laissé souffrir comme ça, a-t-elle finalement dit. Je visitais ta tombe tous les mois. J'apportais des fleurs et je te parlais de tout ce qui se passait dans ma vie. Je t'ai parlé de Marcus, de mes fiançailles, de la planification du mariage. Je me sentais tellement coupable que tu ne sois pas là pour le partager avec moi. Je suis désolé, Sarah. J'aurais dû trouver un moyen de te contacter plus tôt. Non, ne t'excuse pas. Je comprends pourquoi tu ne pouvais pas. Si quelqu'un me disait que ma sœur était morte et que je découvrais ensuite qu'elle était en vie, je ne saurais pas non plus comment gérer ça. Elle a tendu la main sur la table et a pris les miennes. Parle-moi de David. Je veux tout savoir sur l'homme que ma sœur a épousé. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré des photos. David à notre mariage, David cuisinant dans notre cuisine, David et moi en randonnée dans les montagnes. Sarah a souri à chaque photo, surtout à celle où David me faisait clairement rire. Il te regarde comme Marcus me regarde, a-t-elle dit, comme si tu étais la chose la plus importante de son monde. Il est la chose la plus importante de la mienne. Je veux le rencontrer. Il voulait venir avec moi hier, mais j'ai pensé qu'il valait mieux que je vienne seul. Tu avais probablement raison. Hier a été assez chaotique. Sarah a fait une pause, puis a posé la question que je redoutais. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec maman et papa? Je veux dire, ai-je soupiré, je ne sais pas. Ils ont fait leur choix il y a 3 ans, et ils ont eu de multiples occasions de faire des choix différents depuis. Hier, la première réaction de papa en me voyant n'a pas été le soulagement, la joie ou même la colère d'avoir été pris en flagrant délit de mensonge. C'était le choc que je sois encore en vie. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ma position avec eux. Ils vont vouloir faire amende honorable maintenant que tout le monde connaît la vérité. Vraiment? Ou vont-ils juste être embarrassés que leur mensonge ait été exposé publiquement? Sarah est restée silencieuse, réfléchissant à cela. Tu as raison. Papa était plus préoccupé par la scène à mon mariage que par le fait de te voir en vie. Nous avons parlé pendant 3 heures, comblant les lacunes de 3 années perdues. Sarah m'a parlé de la fin de ses études d'enseignante, de sa rencontre avec Marcus lors d'une conférence d'enseignants, du petit appartement qu'ils avaient loué et de leur projet d'acheter une maison. Elle m'a montré des photos sur son téléphone de sa salle de classe, de ses élèves, de la vie qu'elle s'était construite en pleurant une sœur qui n'était en fait pas morte. Quand nous avons finalement quitté le restaurant, Sarah m'a serré fort dans ses bras. Je prends quelques jours de congé pour ma lune de miel, mais à mon retour, je veux que tu amènes David pour une visite. Je veux connaître mon beau-frère. Tu es sûr? Tout ça, c'est beaucoup à digérer. J'en suis sûr. J'ai passé 3 ans à regretter ma sœur. Je ne vais pas perdre plus de temps. En retournant à Seattle, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Sarah et moi, ça irait. Nous aurions besoin de temps pour reconstruire notre relation, pour surmonter les émotions compliquées de notre séparation. Mais les fondations étaient toujours là. L'amour entre nous avait survécu aux mensonges de nos parents. 2 semaines plus tard, David et moi sommes descendus à Portland pour dîner avec Sarah et Marcus. C'était gênant au début, 3 ans de séparation ne se comblent pas facilement en une soirée. Mais David et Marcus se sont immédiatement bien entendus, se liant d'amitié grâce à leur amour commun du baseball et leur dévouement mutuel envers leurs épouses. À la fin de la soirée, nous faisions des projets pour qu'ils viennent nous rendre visite à Seattle pour un week-end.
Le reste de notre famille élargie nous a contactés un par un. Tante Margaret s'est excusée à plusieurs reprises de ne pas avoir remis en question plus agressivement l'histoire de mes parents. Oncle Robert a avoué qu'il avait toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas, mais qu'il n'avait pas su comment enquêter. Cousins, amis de la famille, même d'anciens voisins ont appelé pour exprimer leur choc et me dire que je leur avais manqué. Mais mes parents sont restés silencieux. 3 mois après le mariage de Sarah, elle m'a appelé avec des nouvelles. Maman et papa veulent te voir. Qu'est-ce que tu leur as dit? Je leur ai dit que c'était entre toi et eux. Mais m'a dit, je pense que tu devrais savoir que les choses ne vont pas bien pour eux depuis le mariage. Beaucoup de gens en ville les traitent différemment maintenant qu'ils connaissent la vérité. Ce n'est pas mon problème à résoudre, Sarah. Je sais. Je te le dis juste pour que tu comprennes leur motivation s'ils te contactent. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre de ma mère. Pas un courriel, pas un appel téléphonique, mais une véritable lettre manuscrite envoyée à mon adresse professionnelle à Seattle. Chère Madeleine, commençait-elle. Nous savons que nous avons fait des erreurs. Nous étions blessés et en colère, et nous avons mal réagi. Nous aimerions te parler pour arranger les choses. La lettre était brève, formelle et manquait notamment de toute excuse réelle ou de reconnaissance du préjudice spécifique qu'ils avaient causé. Il n'y avait aucune mention des fausses funérailles, aucune reconnaissance de la douleur qu'ils avaient infligée à Sarah, aucune acceptation de la responsabilité de leur choix. J'ai montré la lettre à David, qui l'a lue et a secoué la tête. Ce n'est pas une excuse. C'est du contrôle des dégâts. J'étais d'accord. J'ai répondu brièvement. Je suis heureuse que vous reconnaissiez que des erreurs ont été commises. Quand vous serez prêt à assumer la responsabilité des choix spécifiques que vous avez faits et du préjudice qu'ils ont causé, nous pourrons avoir une conversation. D'ici là, je vous souhaite bonne chance. Je n'ai plus jamais eu de leurs nouvelles. 6 mois après le mariage, Sarah a appelé avec d'autres nouvelles de la famille. Elle et Marcus avaient acheté une maison à Portland, plus près de Seattle. Elle avait également pris une décision concernant nos parents. J'ai coupé les ponts avec eux, a-t-elle dit simplement. Sarah, tu n'as pas à faire ça pour moi. Je ne le fais pas pour toi. Je le fais pour moi. Je ne peux pas faire confiance à des gens qui me mentiraient sur quelque chose de si fondamental. Et je ne peux pas respecter des gens qui mettraient leur fierté au-dessus du bien-être de leurs enfants. Sarah et moi nous parlons maintenant toutes les semaines, parfois plus. Elle et Marcus sont venus à Seattle pour Noël, et nous avons préparé le dîner ensemble pendant que David et Marcus regardaient le football et se disputaient sur les statistiques. C'était comme les dîners de famille que je rêvais d'avoir, le genre où l'amour était plus important que les apparences. J'ai commencé une thérapie pour surmonter les émotions complexes des 3 dernières années. Le deuil de la famille que je pensais avoir, la colère pour le temps qui nous a été volé à Sarah et à moi, et, étonnamment, le soulagement de ne plus avoir à porter le poids d'essayer de gagner l'approbation de mes parents. Mon entreprise continue de prospérer. David a récemment été promu chef de la médecine d'urgence. Nous parlons de fonder notre propre famille, de créer le genre de foyer où les enfants sont aimés pour ce qu'ils sont, pas pour ce que leurs parents veulent qu'ils soient. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je n'étais pas allé au mariage de Sarah ce jour-là. Mes parents lui auraient-ils finalement dit la vérité? Sarah et moi nous serions-nous retrouvés d'une autre manière? Auraient-ils emporté leur mensonge dans la tombe, laissant Sarah pleurer une sœur qui était en vie et qui lui manquait tout autant? Je ne le saurai jamais. Mais je sais une chose, au moment où je suis entré dans cette église, j'ai cessé d'être la fille qui est morte dans leur esprit et je suis devenue la femme qui a choisi de vivre selon ses propres termes. Ce jour-là, au mariage de Sarah, mon père m'a demandé pourquoi j'étais encore en vie. La vérité, c'est que je n'étais pas vraiment en vie jusqu'à ce moment-là. Parce que c'est là que j'ai finalement arrêté de laisser leur choix définir ma valeur. J'ai appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est qui est là pour vous quand ça compte. C'est qui célèbre vos joies et vous soutient dans vos peines. C'est qui vous aime pour qui vous êtes, pas pour qui ils veulent que vous soyez. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais elles peuvent se transformer en sagesse. La cicatrice sur mon visage me rappelle chaque jour que j'ai survécu à quelque chose qui était censé me détruire. Et les cicatrices sur mon cœur me rappellent que l'amour, le vrai amour, ne vient pas avec des conditions. Mes parents ont choisi la fierté plutôt que leur fille. J'ai choisi l'amour plutôt que leur approbation. Et à la fin, l'amour a gagné. Qu'auriez-vous fait à ma place? Seriez-vous resté à l'écart pour éviter de causer de la peine?
Ou vous seriez-vous battu pour que la vérité soit connue? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime si cette histoire a résonné en vous. Abonnez-vous pour plus d'histoires de la vie réelle qui nous rappellent à tous que parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire est de nous choisir. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par l'incapacité des autres à voir sa valeur. Merci d'avoir écouté mon histoire, et rappelez-vous que où que vous soyez dans votre propre parcours, vous méritez d'être entouré de personnes qui célèbrent votre moi authentique. Jusqu'à la prochaine fois, continuez de choisir l'amour plutôt que la peur et la vérité plutôt que le confort.